En 2023, les chaînes télé du système, grandes pourvoyeuses de mensonges et de propagande, sont à nouveau en nette perte de vitesse. Les téléspectateurs se détournent en masse de ces vecteurs officiels et donc conformistes de l'information. TVL vous libère de ces chaînes. L'essor de la presse indépendante et alternative s'explique par la volonté des Français de trouver une information émancipée et non alignée, une actualité dissidente et non uniformisée, une parole non biaisée, non standardisée, en un mot, libre. En 2023, avec ses 3 émissions quotidiennes ou davantage, TVL a consolidé son statut de première chaîne alternative de France en abordant des sujets traités nulle part ailleurs, en accueillant des invités entendus nulle part ailleurs et en offrant des analyses interdites partout ailleurs. TVL vous libère des chaînes dans lesquelles ils veulent nous conditionner, vous emprisonner. Ces efforts, ce travail, cet investissement, cette liberté éditoriale ne peuvent aboutir durablement sans votre soutien individuel. Que chacun se rappelle sans cesse que TVL ne vit que de ses donateurs. C'est le seul choix possible pour refuser toute dépendance ou servitude envers des annonceurs, des partis, des oligarques, des banques ou des puissances étrangères. En 2023, TVL a poursuivi aussi son plan de rigueur par des économies drastiques, de la dématérialisation des reçus fiscaux à l'isolation thermique des studios, de la maîtrise des dépenses et la réduction des charges salariales à l'arrêt complet des engagements pour des événements festifs. Il nous manque cependant encore la somme de 122 000 € pour sortir la tête de l'eau et assurer la programmation du second semestre de l'année 2024. C'est pourquoi, au nom des journalistes, techniciens, animateurs de TV Liberté et de ses milliers d'invités, je lance un appel à votre générosité. Beaucoup sont fidèles à ce message et je les en remercie à l'avance. Mais je me tourne également vers chacun d'entre vous qui n'avez jamais manifesté votre soutien, même par un modeste don. Faites ce geste de soutenir un média non subventionné et qui ose défier les pouvoirs en place et donc les puissants. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Dans la guerre qu'il mène contre la liberté d'expression, nous sortirons vainqueurs si, maintenant, 1200 personnes font un don d'au moins 100 €, soit 34 € après réduction fiscale. Faites ce geste. Merci de m'avoir écouté. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Rémi, merci de me recevoir. D'habitude, c'est plutôt moi qui te reçois dans les émissions, donc c'est un plaisir. Je suis très heureux d'inverser les rôles aujourd'hui. Valentin, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Toxin Média et auteur de cet ouvrage « Le plus beau pays du monde », un ouvrage publié aux éditions du Verbe Haut et disponible sur la boutique tvl.fr. Valentin, Le plus beau pays du monde, c'est votre premier livre, retrace votre périple de 4000 km à vélo sur les routes de France durant l'été 2020. Une aventure à la fois sportive mais aussi patriotique et humaine, superbement racontée. Première question, comment est né ce projet fou de parcourir l'Hexagone à vélo et de frapper à la porte des habitants pour dormir chez eux la nuit? Ce projet fou, il est né justement d'une situation complètement antithétique, celle que j'ai vécue pendant ce voyage, c'est-à-dire que j'étais un jeune étudiant de 18 ans qui évoluait dans la grisaille parisienne, qui était assujetti à la révision des partiels dans un mois de janvier particulièrement maussade, et donc j'ai essayé de m'échapper en essayant de trouver des échappatoires, hein, voilà, de quoi rêver un peu plutôt que de tourner en rond un peu comme un algorithme dans ma chambre d'étudiant.
Et donc, j'en suis venu à trouver un reportage qui parlait de la route des Grandes Alpes. La route des Grandes Alpes, c'est une route touristique. C'est des racines et des ailes, hein. Des racines et des ailes, absolument. Un des rares reportages qui n'est pas une plaide financée par mes impôts, ni par ceux de mes parents. Et donc je suis tombé là-dessus et j'ai vu cette montagne sauvage avec des modes de vie sans caricature non plus, mais qui sont beaucoup plus, qui me paraissent beaucoup plus en conformité avec la nature humaine. Et puis j'avais déjà fait quelques voyages à vélo, mais seulement de 3-4 jours l'été précédent, et je me suis dit pourquoi pas repartir maintenant, mais pour quelque chose de plus ambitieux. Une chance dans ma malchance, c'est que mon école imposait, en fait, avait des très longues vacances d'été pour faire des stages, et j'ai dit à mes parents, mais plutôt que de faire un stage, je vais partir à travers la France et en dormant chez l'habitant pour rencontrer la France et les Français. Alors mon trajet s'est étoffé ensuite, pendant le confinement, puisque au moment où je décide ce trajet, je ne sais encore presque rien du coronavirus, hormis que ça empoisonne les marchés de Wuhan. Et donc, le confinement arrive, je découvre un groupe de musique magnifique qui s'appelle Nadao, qui relaie la culture occitane et béarnaise. Ça me fait penser aux Pyrénées. Évidemment, je suis un grand passionné de cyclisme qui regarde depuis tout petit l'école historique du Tour de France. Donc ça c'est presque naturellement, la route des Pyrénées est venue s'ajouter à ce programme. Et puis ensuite j'ai un ami pendant ce tour qui m'a appelé en me disant si tu as envie, j'ai une petite loge en Bretagne pour t'accueillir. Et je lui ai dit mais écoute, normalement je serais pas à 700 km près puisque j'en ai fait presque 4000. Et donc je suis monté ensuite jusqu'en Bretagne par la côte atlantique. Donc vous partez de chez vous dans les Ardennes, oui. Direction le sud, puis l'ouest. Et vous remontez au nord, voilà, vers la Bretagne. Sans vraiment le vouloir, j'ai fait pratiquement le contour de la France, sauf la côte nord. Et puis effectivement, je suis parti de mes Ardennes natales. Alors quelles étaient les réactions des habitants? Ils devaient être un peu étonnés lorsque vous frappiez à leur porte comme ça pour aller dormir chez eux la nuit au terme d'une journée de cyclisme. Eh ben effectivement, alors c'est assez curieux d'observer. Bon, c'est une expérience assez intéressante, mais il n'y a pas tellement de grandes surprises. Alors évidemment, il y en a quelques fois, mais la grande majorité des gens que j'ai rencontrés, d'abord avaient une grande sympathie à mon égard parce que j'étais 18 ans, j'avais beaucoup moins de poils sur le visage. J'étais quelque peu fatigué de ma journée de vélo, donc il y a forcément un sentiment de sympathie, voire de pitié parfois, qui s'imposait. Et ensuite, la grande majorité aussi des gens que j'ai rencontrés ne pouvaient pas m'accueillir plus qu'ils ne voulaient pas. Alors soit ils avaient des petits-enfants, et quand on a des petits-enfants c'est tout à fait normal de ne pas vouloir les exposer à un inconnu, ou alors tout simplement pas de place, ou alors je sais pas, mais en tout cas il y avait beaucoup de gens qui ont vraiment réagi. Il y a très peu de gens finalement qui ont été méfiants vis-à-vis de ma démarche, et ça a été vraiment, on sentait après en plus forcément quand on enchaîne plusieurs nuits comme ça, on prend beaucoup d'assurance. Quand la personne nous dit non, on a beaucoup plus on sait beaucoup mieux gérer l'échec. Donc en fait, j'avais vraiment un sentiment de joie, même peu importe le résultat de ma requête, d'aller voir des gens, discuter même 5 minutes avec eux en sachant pertinemment qu'ils pouvaient pas m'accueillir. Et en fait, il y avait un côté très naturel, très retour à une vie communautaire, avec des relations de proximité. Et parce que finalement, une démarche aussi qui a été la mienne, c'est de dire toutes ces personnes que je vais rencontrer, la seule chose que je partage avec eux, c'est que c'est la France. C'est ce pays, c'est cette langue, c'est cette histoire, cette culture. Et donc, c'est aussi une manière de refaire nation par l'inconnu, je dirais. Vous arriviez quelquefois avec des victuailles? Oui. Peut-être pour convaincre aussi des autres potentiel? Ouais, alors c'était pas je n'arrivais pas en disant regardez j'ai un pot de miel, accueillez-moi pour ce soir, mais en tout cas je trouvais ça sympathique, comme je faisais quand même une bonne centaine de kilomètres par jour, j'étais pas forcément dans les mêmes régions culturelles le matin et le soir, et donc je trouvais ça sympathique parfois d'amener un morceau de pâté, un pot de miel, quelque chose qui au moins qui témoigne en fait déjà de ce que j'ai vu de la journée, et donc qui voilà. Mais c'était pas une manière d'acheter mon hôte, voilà. Bien sûr. Alors justement, je le rappelais, votre épopée se déroule à l'été de 2020. Après quelques mois de réclusion covidiste. Est-ce que vous pensez que cette période, cette atmosphère un peu particulière
a compliqué quand même vos rencontres, parce qu'il y a des jours où vous sonnez à plusieurs dizaines de portes avant que finalement on vous accueille. Oui, et puis d'autant plus que je suis allé dans les zones extrêmement rurales de ce pays, donc souvent peuplées par des personnes âgées. Et effectivement, sur quelques étapes de mon trajet, il y a eu des personnes qui ne voulaient pas prendre le risque de me, en plus en sachant que j'avais quand même que je voyageais, donc il suffisait qu'une personne me contamine pour qu'ensuite j'en contamine une dizaine d'autres. Donc j'ai pris aussi ce pari-là de me dire que les gens étaient plus attachés à la vie à la vie aventureuse qu'à la vie dans son aspect uniquement matériel. Bien m'en a pris, puisque finalement j'ai trouvé presque tout le temps des gens chez qui dormir. Je respectais évidemment la méfiance que pouvaient avoir certaines personnes âgées au devant de ma démarche. Et puis il y a aussi eu des surprises magnifiques. Je raconte notamment dans la vallée de la Maurienne, dans le petit village du Fresnay, une dame qui s'appelle Roberte, que j'embrasse si elle m'écoute, parce que c'est quelqu'un qui est absolument extraordinaire. J'avais passé une journée très très difficile avec un vent de face qui était très éprouvant sur la deuxième partie de la journée. Et évidemment, quand j'arrivais chez ces gens-là, même si je ne redoutais pas le Covid, j'évitais forcément les contacts rapprochés. Et cette dame, en voyant un peu ma détresse, ma colère, m'a étreint, m'a fait un câlin en fait, une dame de plus de 80 ans. Qui a éteint vraiment, où je me suis dit elle a passé la barrière de manière complètement naturelle et avec une bonté, une bienveillance qui vraiment était en totale opposition avec ce que le système médiatique veut imposer comme relation entre les Français. Et ça m'a vraiment beaucoup touché, parce que c'était tout le sens de ma démarche. Je résumais dans cette étreinte où on se dit on se connaît depuis 2 heures, mais on partage des choses magnifiques, et voilà, c'était vraiment un moment émouvant de ce voyage. Près de 4 années après, est-ce que vous êtes resté en contact avec certains de vos interlocuteurs du moment? Roberte, je l'ai revu quelques mois après une semaine après être rentré de ce voyage. Je suis reparti dans les Alpes pour une randonnée, et j'ai retrouvé Roberte qui nous a accueillis avec des victuailles à ne plus savoir qu'en faire. Et puis j'en ai vu d'autres. J'ai revu aussi des gens que j'ai vus dans les Pyrénées quelques fois. Alors évidemment, c'était aussi une part un peu de... C'est très compliqué parce qu'on vit quand même chaque soir des moments uniques, mais qui sont pas effacés, mais amenuisés par le souvenir de la veille. Et donc ça s'amoncelle un peu comme ça. Mais donc c'est un peu difficile de garder contact avec tout le monde. En même temps, c'est quand même des gens qui m'ont donné un toit et un logis et un repas chaud toute la nuit. Enfin, donc c'est assez difficile à gérer quand même le lendemain, l'après. Mais parfois, il y a aussi des gens qui acceptent complètement que ce soit une aventure d'un soir sans aucun sous-entendu, et qui n'a pas forcément le lendemain. Parmi vos bienfaiteurs, beaucoup sont anonymes. L'un d'entre eux est plus connu de nos téléspectateurs. Le 2 août 2020, à Lourdios-Icher, lors de la 32e étape de votre Tour de France, vous atterrissez chez un certain Jean Lassalle. Pouvez-vous nous raconter cette nuit pas tout à fait comme les autres? En fait, donc cette démarche de dormir chez l'habitant, d'aller à la rencontre des Français, rappelait un peu celle de Jean Lassalle, qui était beaucoup plus politique évidemment. Lui avait fait un tour à pied de la France pendant 8 mois, je crois. Et donc je me suis dit, s'il y a un homme politique à voir pendant ce périple, c'est lui. Parce que quoi qu'on en pense sur le plan idéologique, sur le plan humain, c'est quelqu'un qui est tout à fait attachant et sympathique et accueillant. Et donc, je me suis dit un jour, on va toquer à sa porte. Donc, je suis arrivé à Lourdios-Icher, j'ai toqué à la première porte du village. J'ai expliqué ma démarche, j'ai demandé à l'habitante si elle connaissait son adresse. Elle m'a dit oui. Donc, je suis allé descendu jusqu'à chez lui, et je l'ai trouvé dehors en train d'enlever ses bottes parce qu'il devait travailler. On était en plus dans un temps assez épouvantable dont seul le Béarn a le secret. Et alors, il ne pouvait pas m'accueillir dans sa maison à lui puisqu'il avait enfants et petits-enfants à loger, mais il m'a d'abord fait faire un tour du village où il a essayé de trouver des habitants. Donc j'ai vu Jean Lassalle parler patois avec les habitants du coin, c'était assez rigolo. Finalement, il a pris la décision de me loger dans la maison de sa mère, sa maison familiale, qui est à quelques centaines de mètres. Il m'a ramené chez lui dans sa maison pour dîner. J'ai chanté avec ses fils à la guitare justement des refrains du groupe Nadao. C'était un moment assez unique parce qu'on
voyais que c'était pour eux quelque chose de vraiment naturel, qui faisait partie de leur identité, et que c'était pas une volonté d'apparaître comme un cliché aux yeux du touriste, quoi. Donc il y avait quelque chose, une belle intériorité dans ce moment. Et puis ensuite, j'ai couché dans le lit d'enfance de Jean Lassalle, pour tout vous dire. Ça sentait un peu la bique dans l'entrée, pas dans le lit, je précise, mais c'était un vrai moment. Et puis c'était un pays assez rustique. On sent encore une forme de vie assez ancestrale, assez archaïque, qui nous reconnecte avec des choses assez profondes. À choisir, quel serait votre meilleur souvenir de ces 2 mois passés sur les routes, et à l'inverse, le pire? Ah, c'est difficile comme question. Alors le meilleur, vous me demandez de choisir entre mes autres, vous me faites pas un grand service, Rémi. Je dirais, c'est très très compliqué. Il y a tellement de moments. Peut-être quand j'ai rencontré des gens aussi formidables au début des Pyrénées, à Ax-les-Thermes, donc dans la vallée entre le Languedoc et l'Ariège, et j'ai rencontré des gens chez qui je suis resté 2 nuits tellement le contact était bien passé. J'avais eu un souci mécanique, ils m'ont hébergé pendant 2 nuits, et cette simplicité, en même temps cet amour de la montagne, de soi, qui fait rejaillir l'amour des autres, c'était un vrai moment assez unique. Et puis le pire, alors le départ a été très compliqué, je pense que ça se ressent sur mon livre. Il y a au début énormément de soucis mécaniques qui s'amoncellent. C'est le vieux vélo de votre père qui vous accompagne d'ailleurs durant les 40 premiers kilomètres. Et puis absolument. Qui vous laisse, me lâche. Un peu comme une métaphore de la vie. Absolument, ouais. C'était une belle mise en abîme. Et donc ce vélo, alors ce vélo était très très bien, mais il y a eu des soucis mécaniques beaucoup dus à mon indigence en termes de savoir mécanique dans le vélo. Donc il y a eu au début beaucoup d'envie parfois de tout arrêter. C'était aussi compliqué parce que quand on fait du vélo comme ça toute la journée pendant 3, 4, 5 jours, ça cause des douleurs en un endroit que je vous laisse imaginer. Et donc il y a eu la première semaine est très compliquée, et ensuite sans que les ennuis disparaissent, on finit par développer un autre rapport à ces ennuis, puisqu'on les intègre à l'aventure, alors qu'au début on les considère comme des obstacles, et au final quand on tombe, je sais pas, quand on a un souci mécanique à l'autre bout du pays, bah on est beaucoup moins pressé par le temps, donc on se dit ça fait partie de l'aventure, il faut le vivre aussi, et donc voilà, les débuts c'est très difficile. D'un point de vue plus politique, Valentin, qu'avez-vous appris de la France, des Français, à l'occasion de ce périple? Eh ben justement, de considérer ces Français comme des êtres assez complexes, incohérents, mais pas dans un sens péjoratif. C'est-à-dire que je pense que je conseille d'ailleurs à tout militant politique de faire une démarche de ce genre pour s'extraire de son milieu idéologique, parce que on découvre que les Français sont des gens qui pensent d'abord à leur quotidien et pas à la vie démocratique et idéologique, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Quand moi je passe ma vie aussi comme vous dans l'actualité, et quand on arrive chez des gens qui nous disent moi ce qui m'importe c'est ni le sort de l'Ukraine ni le Covid, c'est comment je vais refaire ma terrasse ou la chèvre que je vais garder et qu'il faut que je nourrisse, c'est beaucoup plus il y a un côté, il y a quand même une soupape de vie en fait, et c'est cette vie là qu'il faut d'abord protéger au-delà de toute considération politique. Donc j'ai appris que les idées n'occupent pas un champ très passionnant de l'espace humain dans les relations, et que tout militant politique devrait d'abord avoir de la distance, ne serait-ce qu'avec le rapport des Français à la vie politique, avant d'avoir un rapport à la droite, avant d'avoir un rapport à la gauche. Je sais qu'il y a beaucoup de militants de droite, de gauche aussi, mais de droite qui s'évertuent à dire que le pays est réel et derrière eux, que c'est pas plus vrai que la gauche, et donc ça permet de s'émanciper de deux bien-pensances, celle de gauche évidemment, mais celle de droite aussi. Savoir remettre les choses à leur juste place. Vous avez parfois des jugements rudes sur certains recoins de notre pays, la Haute-Marne par exemple, ou la Charente-Maritime, dont vous dites, je cite, qu'il n'y a rien à en tirer. La France est le plus beau pays du monde, mais pas partout. Alors non mais c'est vrai que j'essaye aussi alors je surjoue aussi la personne de mauvaise foi qui quand elle est mal reçue décrète tout d'un coup que cette région il n'y a rien à en tirer et que c'est une région de malfaisants et de ce pays, de ceux qui sont nés quelque part, comme dit la chanson de Brassens.
Il y a beaucoup de second degré de dérision, mais effectivement, il y a des endroits où j'ai été très méfiant, enfin où j'ai été accueilli de manière très méfiante, pardon. Et donc, on se dit finalement, bon, on va passer son chemin. Il y a d'autres régions de France qui m'attendent et qui sont plus sympathiques. Je dis la même chose d'ailleurs de Châteauneuf-du-Pape. En Catalogne aussi, il y a beaucoup de méfiance de la part des habitants autochtones qui ne voient pas souvent passer de cyclistes par leurs fenêtres. Et donc, c'est aussi intéressant. Ça fait partie du patrimoine et je pense qu'il faut pas non plus d'ailleurs. Ces gens-là sont bien chez eux, ils n'ont pas envie que des étrangers viennent les déranger, c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Oui, nous saluons nos amis charentais et de Catalogne. Vous êtes reparti à vélo sur les routes de France 2 ans plus tard, à l'été 2022. Entre les deux, il y a ces troubles politiques, ces troubles de l'actualité, cette actualité bouillonnante. Est-ce que vous avez noté des différences dans la façon dont vous avez été reçu par les gens ou dans leur état d'esprit entre l'été 2020 et l'été 2022 ? Alors oui, totalement. Alors donc cet été 2022, je suis allé plus au cœur de la France, la Bourgogne, la Loire et puis le chemin de Saint-Jacques, l'Aubrac, le Cantal, le Périgord. Et j'ai noté par rapport à 2022, alors ça tient aussi forcément au hasard des rencontres, mais une forme de rupture complète avec le gouvernement et avec l'État en général, dans le sens où là où les Français faisaient avec l'État en 2020, ils feront 100 en 2020. Ils étaient prêts à faire 100 en 2022, dans la manière où ils ont compris qu'une partie d'entre eux, en tout cas, je veux pas caricaturer, mais j'ai senti une plus grande hostilité envers l'État et une compréhension que l'État ne veut pas forcément notre bien, notamment dans les campagnes où il y avait de plus en plus d'initiatives d'autonomisme, des gens qui construisaient des bassines d'eau chez eux pour avoir de l'eau potable, évidemment les potagers, des élevages de bêtes, et donc j'ai senti comme une forme d'organisation, de volonté d'organiser une vie parallèle, de compréhension que cet État et ce système, qu'il soit économique, social, financier, est à bout de souffle et qu'il va falloir inventer autre chose. Et là, pour le coup, je trouve que malgré moi, ce voyage de 2022 était beaucoup plus politique, au sens noble du terme. C'est peut-être ce qui vous a donné envie ensuite d'embrasser la carrière de journaliste ? Oui, je l'avais déjà fait avant. Oui, c'est concomitant. Mais en tout cas, forcément, j'avais une passion de la chose politique, même en 2020. Mais j'ai senti vraiment, en tout cas, j'ai senti une résonance entre ce que les gens, alors que j'étais à l'époque sur d'autres ondes, sur ligne droite, j'ai senti une vraie résonance entre le travail qu'on menait à l'époque et les Français que je rencontrais, même si ces gens-là ne connaissaient pas du tout notre média, pour la plupart, parce qu'il y avait cette volonté, cette compréhension de les impôts, on est imposé comme pas possible pour financer des choses qui n'ont aucun sens. Il y a des normes de plus en plus contraignantes et de moins en moins cohérentes. Et donc j'ai senti vraiment cette méfiance des Français grandissante vis-à-vis de l'État. D'aucuns disent, Valentin Schirmer, la France un peu condamnée dans le marasme ambiant. Partagez-vous leur point de vue après avoir sillonné notre pays du nord au sud et d'est en ouest? Vous savez, Rémi, j'ai 22 ans. Si je pense que la France est perdue à 22 ans, je ne vois pas beaucoup de mois encore à vivre. Donc je vais essayer de ne pas me tirer une balle tout de suite et de penser un peu, de m'accorder un peu au moins de naïveté et sinon d'optimisme. Non, je ne pense pas que la France est perdue. Je pense que... et d'ailleurs, c'est une des raisons de ce livre, c'est de connaître la France pour mieux aussi savoir à la fois ce qu'on défend et ce qu'on peut encore faire dans ce pays. Il y a des initiatives locales insoupçonnées et j'essaye d'ailleurs dans la conclusion de ce livre d'expliquer que pour une loi inique qui est votée, pour une guerre qui s'éclaire dans le monde, il y a tellement d'instants de beauté, de nature, que ce soit le bruissement d'un vent. C'est pas, pardonnez-moi l'expression, c'est pas cuculapraline de penser ça, c'est aussi une manière de trouver des motifs de réjouissance dans les cycles naturels, dans les relations humaines, quand on a, je sais pas, dans l'Aude, au fin fond de l'Aude, une guinguette qui est animée et qui tient un lieu de vie sociale à tous les gens du village, qui est subventionné par la mairie, donc le pastis il coûte 2 € et toutes les personnes peuvent trouver un semblant de vie communautaire et de réconfort. Et ben on se dit que tout n'est pas perdu parce qu'il y a encore de ces moments-là qui échappent à la grande mécanisation mondiale qu'on veut nous imposer. Donc il y a tellement encore d'espaces de liberté, il suffit de vouloir les voir.
Ma dernière question, Valentin, vous terminez votre livre sur cette citation d'un juriste hollandais, la France le plus beau royaume après celui du ciel. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour éviter toute accusation de chauvinisme, j'ai pris la citation d'un auteur étranger, mais aussi parce que bon, c'est une manière de... C'est très difficile de résumer 2 mois d'anecdotes, de vie, de soirées toutes plus incohérentes les unes que les autres, de moments qui n'ont rien à voir. Et donc pour amalgamer tout ça, pour essayer de trouver une ligne directrice et raccrocher ce livre à quelque chose de plus grand, j'ai voulu finalement, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce voyage ? C'est la beauté de la France et la beauté des gens qui y habitent et de leurs relations. Donc je me suis dit que c'était le plus belle citation d'espérance qu'on pouvait trouver. C'est une citation qui m'a déjà beaucoup marqué quand je l'ai lu la première fois. Et donc c'est une manière de conclure en se disant que le soleil se lèvera encore demain. Et sur ce lien entre la France et le ciel aussi, est-ce que vous avez... Je pourrais vous déblatérer les banalités historiques qui disent que la France est la fille aînée de l'Église et que je pense que catholique ça veut dire universel et que donc tout pays a une bonne raison de se raccrocher au catholicisme et la France parmi évidemment en a une très bonne, mais oui, enfin effectivement il y a ce rapport aussi transcendantal de l'espérance, de savoir que notre salut ne viendra pas seulement d'ici-bas mais de là-haut, qu'il suffit de l'appeler par la prière et par la piété. Mais effectivement, j'ai voulu placer cette espérance française dans le ciel, comme tout catholique en a fait son devoir. La France est belle et merci Valentin Schermer de nous montrer si bien à travers cet ouvrage Le plus beau pays du monde paru aux éditions du Verbe Haut, disponible sur la boutique en ligne de TVL, tvl.fr. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur TV Liberté.